Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, GMT, les forces de défense et de sécurité camerounaises, une fois de plus, en deuil. 4 des 5 morts du grave attentat perpétré par les séparatistes dans la nuit du 5 au 6 janvier dernier, selon les éléments, sont des éléments de l'armée camerounaise. Ceci est inscrit dans le communiqué du gouvernement. De retour des cérémonies d'installation des nouveaux sous-préfets des arrondissements de Ndjikwa et Andek et se rendant à Bengui, le cortège du préfet de Lamomo est tombé dans une embuscade tendue par les bandes sécessionnistes, renseigne le même communiqué du gouvernement. Au moyen d'engins explosifs improvisés constitués de grosses bonbonnes à gaz de forte puissance et de grande capacité destructrice, lâchement dissimulé, poursuit le gouvernement. 14 mois après la fin du grand dialogue national, pourquoi le Nord-Ouest et le Sud-Ouest continuent d'enregistrer autant de victimes? Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, encore des soldats qui tombent. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir, on va faire honneur aux dames, Marie Ngo Bateki. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Alain, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs, bonsoir aux co-panélistes. Vous êtes, Merci. Vous êtes la départementale des femmes pour le mouvement... du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dans la cinquième. C'est bien cela. Vous êtes couturière de formation, c'est ça? Couturière, oui. Et vous avez une histoire particulière parce que vous avez participé aux marches la marche du 26 janvier 2019. Je l'ai organisée. Ah, vous avez organisé? Oui. Je l'ai organisée. Parce que c'est par chez nous à Lukpom que ça a commencé avec Célestin Jamen. Oui. Et nous avons été stoppés au niveau de Papyrus où on nous a gazés. Après, nous sommes retrouvés au Carrefour Petit Pays. Oui. Où Célestin Jamen, on a tiré sur lui. Moi, je l'ai échappé belle parce que j'étais avec mes enfants qui m'ont fait partir. Okay. Voilà, mais ça ne s'est pas arrêté là. Mais en juin 2019 également, vous êtes... Si, le 1er là, vous juin, n'échappez pas? Non, je n'échappe pas parce que d'après ce que la police me dit, c'est que on m'a suivi depuis de bout en bout. Donc, j'ai été arrêtée à la fin même de la marche. Oui. C'est-à-dire quand les gens se dispersaient déjà et que je disais même à mes enfants qui étaient autour de moi que bon, voilà, on peut rentrer. C'est en ce moment que j'ai été arrêtée. J'ai été gardée à la PJ de Bonanjo. Une semaine? Une semaine où j'ai eu des maltraitances par un jeune policier là-bas qui m'a fait vivre des moments très pénibles. Après, nous avons été, parce que nous étions 30, j'étais la seule femme, nous avons été déportés à la prison de New Bell. Oui. Où nous avons passé 2 semaines. 2 semaines et demie. Oui, j'étais la seule femme. Et la particularité était aussi que j'étais la seule bassard. Donc, quand on disait les noms, c'était des consonances de l'Ouest. Et quand on arrivait, Ngo. Et c'était à la PJ, on appelait tous les bassards. Venez voir votre idiote de sœur. Votre idiote de sœur? Oui, qui marche avec les babléqués. Bon, il me regardait, mais ce n'était vraiment pas méchant. C'est un petit qui était là-bas à la cellule qui m'a fait vraiment, parce que j'ai gardé les séquelles jusqu'à maintenant. Ce petit, il s'appelait Pakbé, il a poussé le bouchon jusqu'à me dire après Dieu c'est eux, parce qu'ils représentent l'État et que l'État est suprême. Et il m'a fait vivre des atrocités. Bon, donc voilà ce qui s'est passé au niveau de la PJ.
Bon, au niveau de la prison centrale, on était comme tout le monde, des prisonniers Dans le pire politiques. souvenir, c'est à la Oui, PJ. oui, à la PJ, parce que j'ai traversé 2 moments, si vous vous rappelez. À la même période, il y a une dame Bassa qui avait dormait dans la maison avec le corps de sa maman. Ça a d'abord été le corps de sa sœur qui a fait 3 ans. Oui, oui. Après le corps de sa Peut-être maman. Macapelle? Oui, oui, oui. Et chez nous, les Bassa, c'est tabou. C'est-à-dire que pour une personne qui a vécu comme ça, c'est du poison. Quand elle arrive à la PJ, les gars Bassa qui sont là s'arrangent à ce que je ne partage pas la chambre avec elle. Par contre, ce petit gars, lui, il m'oblige à partager la chambre avec elle. Oui. Jusqu'à maintenant, hein, ça fait plus d'1 an, j'ai encore les séquelles sur les pieds. Parce que chez nous, c'est pas bien, donc c'est du poison. Oui. Voilà. Et toi, tu peux garder ça sur toi. Peut-être tu utilises certains traitements qui font que ça ne dérange pas les gens. Mais si on partage le lit, ainsi de suite, ça c'était la première atrocité qu'il m'avait fait faire. La deuxième, c'était plus pire pour une femme de mon âge, où je me suis retrouvée à faire pipi devant des hommes, devant des grandes personnes, et que ce jour-là, j'étais indisposée et je portais un pantalon blanc. Jusqu'à aujourd'hui, mes règles sont parties jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça, c'est les atrocités que j'ai vécues à la PJ, mais ce n'était pas par tout le monde, hein. C'est-à-dire, je ne peux pas incriminer la PJ. Voilà, pas le corps. C'est pas le corps de la police. Non, ça, ce serait méchant. Oui. C'est pas méchant de ma part, parce que le reste, ils étaient respectueux, ils faisaient leur boulot. Il est le seul qui a montré, parce qu'un jour, il a même giflé un gars et sa femme s'était venue dehors. Donc, c'était un gars assez... Je ne sais pas s'il y est encore. Ok. Merci Marie Ngobateki. Bonsoir Raphaël Ndougou. Bonsoir César Autour. Bonsoir aux co-panélistes. Je n'oublie pas vos éthiques techniques. Si vous voulez bien que je vous dise que je suis au-delà du récit de la dame, et puis j'ai en mémoire deux dames que j'ai perdues qui m'étaient chères hier. Et ça gêne, c'est vrai que c'est pas dans les mêmes conditions. Ouais. Mais quand une femme prend la parole pour s'exprimer comme elle vient de faire concernant ce qu'elle a vécu, ça gêne. Ça gêne parce que la dame, les mamans, les femmes sont nos mamans. Je ne voulais pas parler de ça quand je venais ici parce que je ne savais pas que j'allais suivre ça. Je voulais plutôt vous dire que j'ai perdu deux femmes hier qui m'étaient proches. Une était ma collègue autant pour moi, et l'autre était journaliste à Yaoundé. Et donc quand j'entends ce que je viens d'entendre là, ça gêne parce que il faut qu'on donne du respect aux femmes. Ces femmes qui nous ont portés, qui nous ont bercés, nous ont portés, nous ont accouchés et nous ont bercés. Quel que soit ce qui arrive, elles méritent du respect. Si vous voulez bien que je rende hommage à ces deux dames très rapidement, Mfoumeloundou Annie, qui était ma collègue, est décédée hier dans des conditions où elle devait être évacuée. Lorsque j'ai été recruté où je travaille, elle m'a accueilli. Tout comme Huguette Pem, qui m'a vu il y a une dizaine d'années dans les médias à Yaoundé, dans les radios là-bas, qui a également tiré sa révérence. Je voudrais donc, au-delà de ce que la dame raconte, dédier l'émission... Marie Ngobateki, ce que Marie raconte sur le plateau, voilà. Justement, Ngobateki, il faut qu'on rende hommage aux dames ce soir à cette émission pour que les téléspectateurs comprennent davantage que sans ces dames, on ne devait pas être en vie. Et sans ces dames, on ne devait pas parler, on ne devait pas sortir un seul mot. C'est-à-dire que les personnes qui lui ont fait vivre ce qu'elle vient de raconter ont été bercées par les dames, par les mamans, et donc les femmes méritent du respect. Et c'est pour ces raisons que je vous prie
que cette émission soit dédiée non seulement aux dames, mais à mes deux connaissances qui sont parties hier, Huguette Pem et Fumelundu Annie. Merci. Merci de m'avoir invité. Voilà, merci. Bonsoir, doyen Kaminele. Bonsoir, bienvenue. Et merveilleux, surtout. On ne s'est pas vu depuis le début de l'année. C'est vrai, Sergent Laoto. Bonsoir, Sergent Laoto. Bonsoir, copanélistes. Bonsoir, téléspectateurs d'Equinox Télévision. C'est toujours un plaisir, vous savez, de venir partager cet instant particulier, particulièrement attendu tous les jours sur les antennes d'Equinox Télévision. Merci pour votre invitation. Vous gardez la parole, Kaminele. Comment vous appréciez ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui dans ce qui s'est passé hier, vous interpelle? C'est le motus operandi ou bien cette violence qui se perpétue de ce côté-là? C'est un tout. C'est un tout. Ce qui s'est passé hier est tout simplement innommable, inqualifiable et dépasse toutes les bornes de la décence, de l'humanité, de l'humanisme. C'est-à-dire que ce que nous réalisons aujourd'hui avec ce qui s'est passé aujourd'hui, que de plus en plus l'État du Cameroun a affaire à des monstres qui ne réfléchissent pas, n'agissent plus comme des humains, mais qui se comportent comme des diables. Vous ne pouvez pas imaginer que des gens, au moment où l'année vient de commencer, au moment où les autorités viennent de procéder à l'installation d'un sous-préfet, ils avaient ourdi le plan de tuer. Ils ont tué froidement, ils avaient planifié ce mass murder parce qu'ils sont venus avec des bombes improvisées qu'ils ont placées de part et d'autre de la route et bien entendu avec une minuterie télécommandée, ils ont déclenché ces bombes quand la première voiture est arrivée au niveau des bombes. Conséquence, cette première voiture a sauté et il y a eu 5 morts avec des blessés dans le reste du convoi. Et pendant que le convoi était encore tétanisé par la déflagration et par la soudaineté de l'attaque, ils se sont mis à tirer. Donc, ce qui fait qu'il y a certains des militaires, ceux qui sont blessés, qui ont survécu, qui ont été criblés de balles. Nous nous trouvons dans une situation dans laquelle le Cameroun tout entier devrait s'indigner. Il devrait s'indigner parce que quand j'entends certaines personnes qualifier ces gens de sécessionnistes, non, ce ne sont pas des sécessionnistes, ce sont des criminels. Ce sont des criminels qu'il faudrait traiter comme tels. Ce sont des personnes qui s'obstinent à ôter la vie des Camerounais, qui s'obstinent à tuer froidement tous les jours, qui s'obstinent à refuser la main tendue même du gouvernement. Je pense que... Mais le communiqué dit que c'est le terme employé par le Mensadi, il parle de sécessionnistes. Écoutez, j'ai toujours dit que c'est un terme impropre. Moi, je l'ai toujours dit depuis le début, que sécessionniste, c'est trop facile de parler de sécessionnistes. Mais les sécessionnistes, ils veulent faire quoi? Ils veulent faire la cession d'un État qu'ils considèrent être le leur, qui remonte au début du Cameroun, qui remonte en 1910 ou en 1914, quand le Cameroun était complètement germanophone. C'est-à-dire que cette façon de penser, de laisser penser qu'après la guerre de 14-18, au terme de laquelle l'Allemagne a perdu ses colonies en Afrique et qu'une partie du Cameroun a été donnée à la France et l'autre à l'Angleterre, à partir de là, immédiatement, c'est deux cultures nous nous sommes retrouvés dans deux cultures, ce qui est complètement faux et absurde. Donc moi, je pense que ces personnes aujourd'hui, au-delà des vicissitudes et de l'avancement, parce qu'après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu maintenant la période pré-indépendance et l'indépendance. Mais il faut que les gens arrêtent de penser qu'un État qui existe comme le nôtre, le Cameroun, deux pelés et trois tondus peuvent décider que à partir d'aujourd'hui, cette partie c'est la nôtre et maintenant nous allons nous battre pour cela. Je pense donc qu'au moment où ces gens qui vivaient dans ce pays, qui sont nés avec l'identité de ce pays, qui ont grandi dans ce pays, qui ont décidé de prendre un jour les armes contre ce pays et contre leurs concitoyens, on ne doit pas les considérer comme des sécessionnistes. Et encore que la sécession, ceux qui se présentent comme les plus grands donneurs de leçons aujourd'hui, notamment les États-Unis, personne n'a oublié la fameuse guerre de sécession qui a fait des millions de morts et qui a duré 3 ou 4 ans. Donc moi, je persiste à dire qu'on arrête d'infantiliser les Camerounais en traitant ces criminels de sécessionnistes. Ce sont des personnes qui ont tué froidement. Ils ont tué des pères de famille. Ils ont tué des fils de famille. Parce que ces militaires qui ont été tués ont des mères, ils ont des pères, ils ont des enfants.
Vous imaginez, ils les tuent gratuitement, ils n'ont pas de problème avec eux. Ils les attendent, ils les tuent et ils disparaissent. Vous pensez que ça va continuer comme ça? Donc j'ai trouvé tout ça innommable. Et je pense que c'est le Cameroun tout entier. Hein? Et les hommes politiques, tous les hommes politiques du Cameroun, toutes tendances confondues, qui devraient se dire que non, assez. Mais malheureusement, il y en a qui estiment que non, c'est de ceci, non, il faut un dialogue inclusif, non, il faut faire ci, il faut faire ça. Chacun vient proposer sa formule de perlimpinpin en pensant qu'avec ce que moi je dis, on va arrêter cette crise. Non, ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est une guerre civile. Et la guerre civile, on ne peut pas dire que l'État, qui a la force légitime, la violence légitime, ne peut pas, ou n'a pas le droit de faire face à cela. Ok. Maringo Bateki, vous, comment vous voyez ce qui s'est passé dans la nuit du 5 au 6 janvier dernier, du côté de Bangui? C'est une atrocité que nous, dans le MRC, nous condamnons. Oui. Parce que chaque perte en vie humaine est une atrocité. Maintenant, dire que c'est les assassins, moi je ne sais pas, je ne connais pas les termes adéquats, mais je dis, quand on tue un militaire et qu'on est en guerre, c'est la guerre. Les assassinats ont été faits à Garbo, ont été faits à Kumba. Ici, on a eu des sécessionnistes qui ont attaqué un convoi de militaires. Et qui, c'est-à-dire que ça a un trait avec ce qu'ils revendiquent par rapport au gouvernement. C'est-à-dire, ça veut dire, nous, on a à vous dire, mais vous continuez à mener la vie normalement. J'ai dit à l'entame de mes propos, nous condamnons, mais, c'est-à-dire, nous continuons à dire qu'il faut trouver une solution. Parce que quand on dit, par exemple, que nous, on reste chez nous, on demande les dialogues inclusifs et tout, mais il y a eu le dialogue national, ça fait plus d'1 an aujourd'hui. On serait aux solutions. On serait aujourd'hui aux solutions palpables et visibles. Oui. Mais tout le temps, c'est les gens qui meurent. C'est-à-dire, c'est les gens qui meurent des deux côtés. Parce que je crois que les coups de feu ont été échangés. On ne peut pas savoir combien il y a eu des morts aussi du côté des sécessionnistes. Donc, ce n'est pas une histoire d'une seule personne. C'est une histoire que, quand il y a des morts comme ça, certaines personnes peuvent venir s'indigner, mais ne pas trouver de solution. Parce qu'il ne suffit pas de s'indigner. Il ne suffit pas seulement de dire c'est atroce. Oui, les atrocités sont perpétrées depuis 4 ans. Quelle est la solution concrète pour que ça s'arrête? Pour que nous arrêtons de perdre nos enfants? Pour que nous arrêtons de perdre nos frères? Quelle est la solution adéquate? Donc, nous condamnons. Oui. Nous condamnons vraiment parce que cette guerre est en train de nous faire perdre des deux côtés, du côté des militaires, du côté, parce que même si c'est un sécessionniste qui meurt, c'est un Camerounais. Et c'est une perte pour nous les Camerounais. Voilà. Ok. Rapidement, on va... Raphaël Ndougo, pour vous, j'insiste sur le motus operandi. Des bombes, un attentat, une déflagration sur un cortège. On est passé à une autre façon de faire, de ce côté-là. Monsieur Outou, il faut qu'on soit vrai si on aime ce pays. Si on n'est pas vrai, on ne peut pas avancer, qu'on soit des hommes politiques, que tout ce que vous imaginez, on ne peut pas avancer. Voici des hommes qui ont la charge de nous protéger. Voici des hommes qui ont la charge de protéger l'intégrité territoriale. Voici des hommes qui ont la charge de protéger nos biens et nous-mêmes qui sont tombés encore hier. C'est une mort de trop. C'est une mort de trop pour non seulement nos frères, si vous voulez, nos frères camerounais de l'armée qui décèdent, mais tous ceux qui sont morts depuis cette affaire. Il faut qu'on laisse un peu nos casquettes politiques. Ce n'est pas la première fois que je le dis ici. Je voudrais quand même qu'on essaye de nous interroger véritablement
Pourquoi est-ce que nous en sommes aujourd'hui à cet attentat que nous avons vu les images hier? Première question, ces jeunes gens, ces Camerounais, s'il fallait les appeler ainsi, prennent les armes où? Ces jeunes gens prennent des bombes qui peuvent monter et tendre des pièges au convoi du préfet. Ils prennent ça où? J'ai bien envie de revenir sur le discours du président le 31 décembre. Non, le ministre, le communiqué dit grosse bonbonne à gaz. Des bonbonnes à gaz à forte, c'est ça qui nous a rendu, forte puissance. C'est à forte puissance. Oui. Les bonbonnes à gaz, le gaz domestique. Ça, personne ne le sait. Voilà, alors, et après la pose des bombes, il y a eu échange de coups de feu. C'est-à-dire que l'armée camerounaise avait des armes et ces messieurs avaient également des armes. Ces armes-là sortent d'où? C'est pour cette raison que moi je crois que, au-delà de ce que certains ont pensé, qu'il faille convoquer le dialogue et autres, je pense que il faut premièrement que les ressortissants du nozo politiques, religieux et même traditionnels essayent de se remettre en question eux-mêmes d'abord. Parce qu'il y a des situations qu'on ne peut pas vivre dans des localités comme cela et de manière gratuite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que est-ce que certains parmi eux profitent de cette guerre dans le Nozo? Est-ce que certaines élites profitent de cette guerre là-bas? Si ce n'est pas la réponse positive, pourquoi donc eux-mêmes ne peuvent pas déjà d'abord s'indigner de cette situation? Pourquoi eux-mêmes ne peuvent pas déjà se mettre ensemble pour dire, au-delà de la sécession, il y a des problèmes concrets qui existent dans le Nozo? Vous savez très bien. Le cardinal Toumi et les autres ont lancé la conférence générale anglophone. Je suis d'accord sur la proposition. Mais pourquoi il se retrouve seul dans cette idée? Pourquoi ils ne peuvent pas se mettre ensemble? Le cardinal Toumi et ses pères de l'Église, l'élite politique, tous les ministres et DG qui sont là-bas se mettent sur la table et les hommes et les chefs traditionnels. Parce qu'il ne suffit pas que le cardinal Toumi se prononce. Je l'avais dit ici que j'étais d'accord avec qu'il fallait d'abord aller s'asseoir dans ces zones-là, oui, pour voir les problèmes réels qui existent là-bas et les porter. Parce que ces jeunes gens qui sont en forêt, personne n'a la possibilité de les approcher, même pas ces élites de la localité, de ces localités-là. Personne parmi eux ne peut parler à ces enfants. Et ces enfants-là ont fait comment pour se retrouver en forêt? Il faut bien qu'on dise, monsieur Otou, qu'en réalité, premièrement, ces jeunes-là étaient des chômeurs et qui n'avaient rien à faire. Et donc, ils se sont dit, nous, on n'a rien à faire et on ne bénéficie de rien, il vaut mieux qu'on aille en forêt. Est-ce qu'on a trouvé les solutions? Est-ce que ceux qui vivent là-bas, on dit dans mon village que quand on dort avec une poule, on sait comment la poule ronfle. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas mieux. Tu peux connaître les problèmes de ces jeunes. Comment on a laissé 4 ans? On n'a pas encore suivi véritablement un regroupement des ressortissants du Nozo, okay, se prononcer sur la question. C'est là toute la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Parce okay, que les Camerounais sont déjà morts dans cette affaire depuis 4 ans. Voilà, madame, monsieur, on va donc prendre la direction de Hambourg. On nous attend Padi Asanga du Social Democratic Front. Bonsoir Padi Asanga, bienvenue et qu'il en soit. Serge Alain et tout, bonsoir, good evening my dear brother. I thought you had forgotten me, but I know that the spirit of Equinox Television, the voice of the people, has touched your heart and you are bringing me on today. Serge Alain Otou, Padi, permettez, je vous pose la question, Padi Asanga. Vous étiez au Grand Dialogue National, ça fait bientôt 14 mois. Vous étiez au Cameroun, vous avez participé à ce Grand Dialogue National. Comment expliquer que 14 mois après, qu'il y ait toujours du sang qui coule? Dites-nous, Padi Asanga. Serge Alain Otou, I would not lie. And you know, I don't do in what they call la langue de bois. Je ne fais pas dans la langue de bois. Je vais dire les vérités. Je suis un acteur majeur de la crise anglophone. J'étais au Nozo, j'étais au Cameroun. J'étais même au Cameroun avant que on ait créé la commission de DDR. J'ai travaillé avec la Anglophone General Conference. J'ai travaillé aussi
avec la commission de désarmement et de radicalisation. Ce qui se passe, Serge Alain Auto, if you let me speak and let me speak, please, my brother Serge, I know what I'm going to say today is not going to be very comfortable for the people, and they will want to put you in prison because you brought people like us on this platform who will say the truth. Serge Alain Auto, the Cameroon people are suffering. They are suffering because people are anticipating a regime change. What happened in Jikwa, in Guy, let me precise, in Guy, where you had a journalist killed and 5 military officials killed, it is an inside job. This information were leaked and people went and planted bombs. It is not the first time that people are planting bombs in the Northwest and Southwest region, but they have been planting bombs in order to extort money from scavengers like myself sitting here in the diaspora. Serge Alain Auto, je veux réitérer ce que j'ai dit en français. Ce qui s'est passé, c'est un travail interne. Ceux qui veulent perpétrer la guerre et de ceux qui veulent qui font de l'acharnisme politique, ceux qui bénéficient, ceux qui font le marchandisme de la guerre. L'information qui a fuité, c'est que il y avait un convoi, les gens qui sont partis installer le préfet de Njikwa, et au retour, les gens ont eu les informations. Ce n'est pas la première fois qu'on constate que les bombes crépitent, mais l'envergure qu'on a vue aujourd'hui, ce n'est pas la même envergure. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est les agents internes de l'armée qui ont implanté ces bombes-là, qui ont explosé et qui ont détruit le Amoka que vous avez vu. Ce n'est pas la main-d'œuvre des sécessionnistes, non. C'est la main-d'œuvre professionnelle et c'est ce gens-là qui veut perpétrer la guerre pour profiter et pour endurer du fait qu'ils veulent préserver les pébandes pour perpétrer le même système qu'on a aujourd'hui. Donc, comprenez ces jalets et tout. Arrêtez de pointer les doigts aux sécessionnistes. Les sécessionnistes n'ont pas ces capacités-là. Ils sont en train de se plaindre que, ils ont détourné de l'argent. On a tué les enfants l'autre jour à Menchum. On a tué les enfants l'autre jour à Njikwa. On a tué les enfants l'autre jour à Mayemen. On a tué les enfants l'autre jour à Magnou. Et comment se fait-il que c'est le convoi de préfets et de journalistes qui a été ciblé? Ça veut dire qu'il y a les gens dans le gouvernement qui travaillent et qui se sont transformés, acheter la crise anglophone et ils veulent faire prévaloir les agendas politiques. Moi, je n'achète pas de ces moulins-là qu'on dit que c'est les sécessionnistes. Non. Les sécessionnistes n'ont pas l'argent. Moi, je suis ici à la diaspora et vous savez que moi, je suis diamétriquement opposé au sécessionnisme et je connais les forces de frappe, je connais les financements et je connais les modes opérandi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit sur votre plateau Equinox soir, que il y a les gens au Cameroun qui veulent perpétrer cette guerre-là parce qu'ils pensent que c'est la fin des règnes et c'est leur tour. Bon, là où nous sommes aujourd'hui, Serge Alain Auto, il faut avoir les investigations très ponctuelles pour connaître qui a posé quoi, qui a donné quoi. Et moi, je suis sûr que les jours à venir, on va trouver ces enfants-là parce que ce qui se passe au Nozo, c'est que aujourd'hui, personne ne soutient l'Ambazonie, mais les gars opèrent sur eux-mêmes. C'est les criminels, c'est les enfants qu'on a libérés, qu'ils étaient dans les prisons. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus déposer les armes. Ceux qui étaient vraiment les combattants, ils ont compris que nous, de la diaspora, nous sommes les escrocs, nous sommes les bandits, nous sommes les gens qui sont les fémans. Et on les utilise pour avoir les prébans politiques. Ils ont déposé les armes. Mais les gens qu'on a libérés, les gens qui sont sortis des prisons, c'est eux qui sont dans la brousse. C'est eux qui décapitent pour semer la terreur auprès de la population, pour que on vienne dialoguer avec eux. Et vous allez comprendre que ils ont les chefs
ici à la diaspora, à l'occurrence Aya Bacho Lucas, Chris Ano, Tapang Ivor, Eric Tato, qui demandent qu'on coupe les têtes des chefs, mais comme les chefs sont protégés par les populations, comme les préfets sont protégés par l'armée, ils passent par les embuscades et, à l'occurrence, les infiltrés, ceux qui veulent perpétrer la guerre, qui sont dans le gouvernement jacobin de M. Biya. Saint-Germain autour, moi je suis prêt pour dire la vérité, et s'il faut que je meure pour la vérité, je veux toujours dire la vérité, et je suis prêt à t'écouter. Merci beaucoup mon frère Saint-Germain autour. Bonne année et bon entendu aux panélistes aussi. Merci Padi Asanga. Une réaction tout de suite, Kaminele. Si la situation n'était pas aussi tragique, j'éclaterais de rire. Oui. J'éclaterais parce que tout ce que je viens d'entendre est tout simplement infantile. C'est infantile, tout ce que j'entends. Madame ici dit que non. Quand des hommes en tenue tirent, les hommes en tenue tirent sur les hommes en tenue, c'est la guerre. Attendez, les hommes en tenue, donc les terroristes sont des militaires, c'est la guerre. Donc il faut accepter ça comme ça. Quand elle dit que non, ce sont des gens qui ont pris les armes parce qu'ils étaient des chômeurs, ils en avaient marre de travailler, donc ils ont pris la guerre pour tuer qui? Pour tuer les populations, pour racketter les populations, pour mettre une partie du pays sous coupe réglée. C'est ça la guerre. C'est ça maintenant leur frustration. Cela explique qu'ils tuent des enfants, qu'ils tuent des femmes, qu'ils décapitent une gardienne de prison parce qu'elle est une gardienne de prison. Quand j'entends mon distingué copanéliste qui est en train de dire que non, écoutez, c'est une histoire vraiment, il y a des entrepreneurs de guerre qui sont là, il y en a à qui ça profite et tout cela. Et quand j'entends M. Asanga, que je vois tout le temps sur Facebook, et qui est très actif dans les réseaux sociaux, qui lui va alors dans tous les sens. Parce que d'une part, il parle de criminels, d'autre part, il parle de sécessionnistes, d'autre part, il parle de gens qui ce ne sont pas les sécessionnistes, parce que lui, il est péremptoire, c'est les militaires. C'est-à-dire que j'ai le tournis, je me demande où on est, je ne sais pas de quoi on parle. En réalité, Serge-Alain Auto, je vous ai dit la dernière fois que j'étais sur ce plateau, vous reveniez de Centrafrique. Vous avez eu le privilège d'entrer dans un pays en crise depuis 7 ans. Ouais. 7 ans. Où il y a des groupes armés identifiés même par le régime. Des groupes armés qui ont assisté à 14 dialogues. C'est-à-dire que le gouvernement les a rassemblés, ils se sont entendus, ils ont parlé, ils ont signé des accords, mais à 14 reprises, les accords ont toujours été rompus. Et vous pensez que c'est un seul dialogue? Parce que ces dialogues n'ont pas été inclusifs? C'est parce que quand personne n'a jamais été dans un pays en guerre, n'a jamais entendu crépiter des coups de feu, pas des petits coups de bombes lacrymogènes qu'on envoie dans les manches, mais des coups de feu où vous voyez des gens tomber, il ne sait pas ce que c'est que la guerre. Il ne sait pas ce que c'est que le drame de la guerre. Il ne sait pas ce que c'est que de voir un homme mourir. Vous voyez un homme marcher, il meurt et sa mère, ses frères et tout ça sont en train de tirer sa dépouille. C'est triste que chacun perçoive cette guerre comme un film, comme un théâtre, comme une sorte d'histoire que chacun peut raccommoder à sa manière. Ce n'est pas cela. La vérité au problème aujourd'hui, c'est que le Cameroun se trouve dans une guerre civile. Ce n'est pas une histoire de sécessionnisme. Les sécessionnistes veulent quoi? Ils veulent, quand on parle de sécession, ça veut dire que des gens qui veulent faire leur pays. On a connu la plus grande, la plus violente guerre de sécession en Afrique ici, avec le Biafra, vous vous en souvenez, avec le général Ojoko, qui était même aidé non seulement par la France, mais soutenu par 2 chefs d'État africains. Vous avez compté le nombre de morts qu'il y a eu. L'État a tenu tête. Et au bout d'un certain temps, ça s'est réglé. Et aujourd'hui, on ne parle plus de cela. Vous avez vu des crises terroristes dans des pays en Afrique. Et vous les voyez aujourd'hui. Vous avez vu, là, vous voyez la Syrie, vous voyez la Libye, vous voyez... Mais je m'étonne que les Camerounais, tout simplement dans leur confort mental, ils se disent que non, ça peut se régler parce qu'il faut que les gens s'assoient, il faut comprendre que c'est des jeunes qui sont drogués, des jeunes qui sont convaincus que si on leur tire dessus, ils sont invulnérables. Des jeunes qui arrivent dans un village qui disent chacun doit payer 2000. S'il n'y avait pas l'armée, nous retrouvions le sud-ouest, les régions du sud et du nord-ouest seraient des zones de non-droit où personne ne peut rien dire. Donc vous avez éternellement le fait qu'on certains disent souvent qu'il faut démilitariser le nord-ouest. Non, les personnes qui disent qui ont demandé la démilitarisation du nord-ouest, deux choses d'une, où ces personnes n'ont pas été dans le nord-ouest, ou alors elles sont complètement dans une situation onirique. Ces personnes rêvent, ces personnes fantasment. Imaginez, quand on enlève tous les militaires, on se retrouve avec des drogués qui ont des armes, qui font ce qu'ils veulent, qui ont fait ce qu'on appelle des checkpoints. Vous arrêtez, tout le monde descend, tout le monde donne de l'argent. Ceux qui n'ont pas d'argent, pour aller en marchandise.
C'est ça qui sera arrivé. Mais l'armée républicaine est là pour maintenir non seulement la protection des personnes et des biens, mais au moins pour maintenir la paix. Et cette armée, je peux vous le dire, refuse d'utiliser des bombes de destruction massive. Les moyens excessifs. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le message du chef de l'État qui dit venez sortir de brousse. Dans son message du 31 décembre, ouais. Il a demandé aux jeunes sortez de brousse. Il y a les DDR. Equinox Télévision est la seule chaîne de télévision Cameroun qui allait rencontrer, qui allait faire un tour dans ces DDR, qui a vu des centaines de ces malfaiteurs qui sont sortis de brousse, qui sont aujourd'hui encadrés, qui sont en train d'être resocialisés, et qui disent que non, ce qui nous arrive est formidable. Or, par contre, il y en a qui restent encore en brousse, qui n'entendent pas, et qui ne veulent donc rien avoir avec la main tendue du chef de l'État qui a toujours été de demander, et qui a toujours consisté à demander aux gens de sortir de brousse, de déposer des armes. Alors vous voulez quoi? Vous voulez discuter avec des gens qui ne veulent pas déposer des armes? Je vous ai dit, vous, Serge-Alain Autou, qui avait été en Centrafrique et qui avait été même en Côte d'Ivoire, vous avez vu comment des pays en crise avec des gens qui tirent à gauche et à droite transforme un pays. Et vous pensez que le Cameroun, qui réussit à tenir debout avec, la crise du sud-ouest et du nord-ouest, Boko Haram à l'extrême nord, tous les jours c'est de l'argent qui sort là-bas, tous les jours c'est les militaires qui sont là-bas et qui sont là pour essayer de maintenir la paix et les personnes et les biens. Et maintenant de l'autre côté, à la frontière centrafricaine, vous ne pensez pas que c'est trop pour un seul pays? Et vous allez dire que non, parce qu'il faut un dialogue inclusif. Vous avez dialogué inclusif avec qui? Vous avez vu 14 dialogues inclusifs en Centrafrique. Et je pense que vous l'avez dit dans certains nouveaux reportages ici. Vous avez une expérience. Donc moi, il faut arrêter de faire croire aux Camerounais que, non, écoutez, quand on a parlé de dialogue inclusif, nous vous disons ce que vous voulez entendre. Non. Les journalistes ne sont pas là pour dire ce que les gens veulent entendre. Les journalistes sont là pour dire, pour d'abord relever les faits, présenter les situations telles qu'elles se trouvent et dire aux gens que, heureusement, le Cameroun tient debout. Le Cameroun tient debout parce qu'on a un chef d'État, au moins, qui ne fait pas du spectacle en répondant à tous les coups et en intervenant à tous les coups, mais qui parle une ou deux fois, mais qui a des services qui travaillent. Et moi, je pense que c'est important pour un pays. La situation dans laquelle nous vivons, c'est une situation de guerre civile. Et cette guerre civile-là, on l'éradique. Vous avez entendu le Premier ministre éthiopien qui a dit que les terroristes, on ne dialogue pas avec eux, on les combat. Ok. Marie? Oui, Monsieur Nélé vient de dire et il se contredit, tout comme il est en train de faire des reproches à Monsieur Padiasaga, à qui je dis bonne année. Et tantôt il parle de guerre civile, tantôt il parle de bandits, tantôt il parle que c'est pas bien d'appeler les militaires qui s'échangent des coups de feu avec les autres. C'est la même chose qui fait des reproches à M. Padiasaga. Et c'est dommage parce que voilà l'étiquette du Camerounais. C'est-à-dire que le Camerounais, c'est-à-dire je suis en face de toi, je vois ce qu'il y a derrière toi, toi tu es en face de moi, tu vois ce qui est derrière moi, et on passe notre temps à se faire les reproches et on ne trouve jamais une solution équitable. Ce que le Camerounais veut, c'est-à-dire que nous les mamans, c'est-à-dire tout Camerounais veut, c'est la fin de cette guerre. Parce qu'il y a guerre au nozo. Et que tant qu'on dira, oh les autres ont dit tant, et les autres disent tant, notre suprématie, notre super président dit tel, c'est bon. Il serait difficile, hein? On aura vraiment un peu de la peine à s'en sortir. Tant qu'on sera toujours que l'autre dit allons à droite, après l'autre va dire allons à gauche, parce qu'il faut chercher une certaine couronne pour qu'on dise que non, il avait dit telle chose de bien, je vous assure, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas, parce que voilà... Enfin, moi, je ne suis pas très active pour écouter les gens, mais en une fraction de seconde, on a fait les reproches à l'autre et on a fait la même chose. On a dit, il a parlé comme ça et en même temps, on a fait la même chose. Ça veut dire que, c'est-à-dire là où nous sommes, entendons-nous d'abord. Parce que si nous, qui sommes hors du nozo, voulons la paix,
Maintenant, comme l'a dit Badi, cette guerre est nourrie par certaines personnes. Vous comprenez bien, c'est-à-dire un convoi accompagné par un préfet. Parce qu'effectivement, faire un communiqué officiel, accuser officiellement les sécessionnistes d'avoir réussi un projet comme celui-là, c'est leur donner des points. Ça veut dire que notre armée a eu une certaine irrégularité. Comment ils ont su qu'il fallait placer la bombe à tel endroit pour que tel endroit ça marche? Arrêtons de dire nous avons un chef d'État pacifique. Nous avons un chef d'État qui a dit le 31 que déposer les armes. Mon Dieu, on prend les gens pour les idiots. Moi, je suis une maman. Hein? Je ne peux pas avoir la chicotte comme ça. Je dis à mon fils qui est à l'angle là que viens. Ça dit prenons les exemples concrets. Ça dit de la vie de tous les jours. Je ne peux pas prendre la chicotte, je mets ici à côté. Quand je dis la chicotte, ça veut dire l'armée. Et je dis à mon fils qui est en face de moi et qui est fâché parce qu'il a des revendications. Je lui dis, viens, on s'assoit. Et non, mais pas quand on s'assoit. Lâche les armes. Donc viens, tu viens, la vie continue. C'est parce que quand on dit par exemple le dialogue inclusif ou dialogue national, il n'y a pas, ce n'est plus à l'ordre. Ce qui est à l'ordre maintenant, je vous ordonne de laisser les arbres, sortez de la brousse et je vous... Mais on se moque de qui? Donc ça veut dire que j'ai été fou parce que maintenant, c'est vrai, il y a eu les mélanges. Pourquoi? Parce que effectivement, au fur et à mesure que ça traîne, les résolutions traînent, il y a les bandits qui s'ajoutent. Il y a les délinquants qui s'ajoutent. Par contre, il y a ceux qui, dès le départ, avaient des revendications qu'il fallait mettre sur la table. Dès le départ, et en parler. Aujourd'hui, on dit à celui qui avait une revendication, qui se plaît dans son maquis, hein, et il n'a demandé à personne, il ne sait pas, il n'a pas demandé au chef de l'État qu'il ne mange pas ou bien qu'il dort sous la pluie. Il est capable de le faire. On lui dit, sors de là et viens. Non, je vous en prie. Il ne faut pas voiler les yeux aux gens. Merci. Raphaël Ndogo, rapidement, bon journal. Oui, c'est déplorable que le journal soit allé après, mais sauf que je voulais dire que ces gens qui sont revenus de la forêt, tout comme les élites qui y vivent, sont capables de ramener les autres sur le bon chemin. Si véritablement on trouve les solutions, et les solutions sont faciles, il y a la possibilité de créer davantage des emplois. Parce qu'on sait pertinemment que les jeunes Camerounais ne travaillent pas, alors ils ont préféré aller vivre dans les mauvaises conditions. Ok, merci, on va revenir, merci. Je l'espère bien. Voilà, non, on va revenir, c'est promis, parce qu'elle est là. Bonsoir, Juliane Berthe-Bissaï, dans un instant, le 20h. À vous, le menu. Bonsoir Serge Alain Autour, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Deux sujets phares au menu du 20h. D'abord la Camerco, une nouvelle équipe aux commandes, juste 7 mois après la nomination de Louis-Roger Ndipendi Kwotu. Il a été débarqué à l'issue du conseil d'administration tenu ce jour à Yaoundé. Et que peuvent les nouveaux hommes forts de la Camerco croulant sous le poids d'une dette colossale? Élément de réponse à suivre dans le 20h. Et à l'étranger, démocratie à rude épreuve aux États-Unis. Le Congrès entérine l'élection de Joe Biden en vue de son investiture le 20 janvier prochain. Cependant, les partisans de Donald Trump crachent du feu, s'opposant à l'entrée du candidat démocrate à la Maison-Blanche. Serge Anoto. Voilà, madame, monsieur, voilà donc ce que vous aurez dans le 20h que va vous présenter dans un instant Juliane Berthe-Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Ce sera deuxième partie, le débrief, toujours en compagnie de nos invités en plateau et même de l'autre côté, aux États-Unis d'Amérique et en Allemagne. Dans un instant, donc, le 20h de JBB, Juliane Berthe-Bissaï. If you suspect
you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures